Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec mes chroniqueurs qui sont des hommes des médias, des journalistes, des analystes. Avec eux, donc, nous allons essayer de refaire l'actualité pour vous autour des sujets que nous avons choisis aujourd'hui. Il s'agit, premier sujet, de la sortie du CDP de Edi Komboigo et également du MCR. Pour ce qui concerne le MCR lance donc la contribution de solidarité sur les revenus. Il appelle le gouvernement à lancer l'état d'urgence humanitaire. Quant au CDP, c'est une note de confiance par rapport à la transition. Nous allons donc débattre de ce sujet-là, de ces deux partis politiques. Et puis, second sujet, on reviendra pour parler donc de la création des comités locaux de dialogue. Le gouvernement vient de lancer cette opération, cette dynamique de dialogue à la base avec les groupes armés. Nous allons également débattre de ce sujet-là. Et puis, dernier sujet, il s'agira donc des audits de la LCE, la LCE-LC. Le premier responsable, Coudon Philippe Nion, a fait une conférence de presse au cours de laquelle des détails ont été donnés. Nous allons donc revenir pour débattre sur ce sujet-là avec mes invités qui sont André-Eugène Ilboudo. André-Eugène Ilboudo est le directeur de la radio des écoles. Merci André d'être sur ce plateau. Lengani Isaka est journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et juste à la gauche de Lengani, Évariste Faustin Konsebo, chroniqueur média, président du cercle de veille, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Et enfin, dernier invité, Maître Kelema Pounet de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci à vous deux également d'être sur ce plateau. Je rappelle que cette émission est interactive dans sa deuxième partie. Vous pourrez déjà appeler pour vous inscrire. Et nous vous ferons le retour en vous appelant pour prendre votre intervention sur les trois sujets, bien sûr. Un des sujets qui vous aura retenu l'attention. Merci à tous de nous prendre en marche pour cette émission. Je me tourne tout de suite vers André-Eugène Ilboudo sur ce sujet concernant l'état d'urgence humanitaire que le MCR, qui est le parti de Tahirou Barry qu'on connaît, ancien ministre de la Culture, également député, ancien député. Tahirou Barry appelle donc à la contribution, à la solidarité des Burkinabés. Il estime qu'il est maintenant temps d'arrêter de tendre la séville, de jouer, de faire les misérables vis-à-vis des partenaires internationaux et qu'il faut lever en interne des fonds pour pouvoir aider nos frères et sœurs personnes déplacées. D'abord, je dois souhaiter une joyeuse Pâques à tous les chrétiens catholiques. Ensuite, par rapport à la question, je crois qu'on a eu de cesse de dire que quand on est en guerre, il faut mobiliser toute la nation. Autant il faut mobiliser ceux qui ont la force d'aller sur la place du combat, autant il faut mobiliser toutes les énergies, toutes les intelligences pour contrer cette île qui nous fatigue depuis plus de 6 ans, 7 ans. Autant il faut mobiliser tous les moyens qui sont en possession de la nation. Monsieur Tahirou Barry dit quelque chose sur lequel tout le monde a priori est d'accord, c'est-à-dire personne ne viendra faire la guerre à notre place et personne ne viendra nous défendre quels que soient les moyens à notre place. Ce qu'il demande, ce que je comprends, c'est que nous devons mobiliser tous les Burkinabés contre cette guerre qui nous est menée. Et bien sûr, il faut mobiliser et l'argent. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on demande aux Burkinabés de serrer la ceinture pour une cause. Vous vous rappelez, avec ce qui a donné le nom à la Garango, c'était demander aux voltaïques de se mobiliser pour une cause. Pendant la Révolution, on a demandé aux Burkinabés de se mobiliser pour une cause. Et je crois que c'est vrai que c'est le politique qui a lancé, mais je crois que ce qu'il nous demande, si c'est bien fait, et d'ailleurs il a posé des conditions, il a demandé à ce que si cela est fait, que ce soit géré par des personnes neutres, transparentes et de bonne moralité. Je crois que ce qui fatigue les gens quand on demande la contribution, c'est que souvent on a l'impression que l'on demande, mais on ne sait pas là où ça va. Je suis presque convaincu que si il y a des personnes qui sont propres et des institutions qui sont honnêtes, qui sont mis à l'avant pour récupérer cette somme pour nous aider à financer des choses, je pense qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui vont adhérer. Et je pense que si on mettait en place, effectivement,
et des comptes rendus réguliers. Je crois que, par exemple, demander à un Burkinabé, dans cette situation de guerre, de se délester de 1000 francs, même par trimestre ou bien par an, il y a des gens qui vont donner. Et je suis sûr que ceux qui en ont plus vont donner un petit peu plus. Mais encore une fois, il faut que si c'est récupéré, que ça ne soit pas passé par perte et profit et que ce soit bien géré. Alors, Évariste Faustin Konsebo, pour le MCR, le président du MCR, il dit qu'on ne peut pas indéfinitivement résoudre un problème structurel par des mesures conjoncturelles de dons et d'appels pitoyables à l'aide internationale, d'où l'idée d'une contribution de solidarité sur chaque catégorie de revenus. Et d'ailleurs, il fait référence bien sûr à Mac Garango, à la période Garango, aussi à la période révolutionnaire, où des contributions ont été faites. Aujourd'hui, est-ce que le revenu, les revenus, toutes les catégories de revenus aujourd'hui, est-ce qu'il y a la possibilité que cela se fasse, que les Burkinabés seront vraiment d'accord qu'on touche à leur salaire pour ça? D'abord, quand ils voient le problème de façon structurelle, moi je trouve que c'est peut-être aller fort, parce que bon, rien ne dit que ce problème va être structurel. Ça dépendra de la volonté des Burkinabés de s'en sortir. Maintenant, c'est vrai que c'est là où on est un peu mal à l'aise, c'est que la forme de l'appel. Est-ce que c'est un appel volontaire ou c'est un appel obligatoire? Parce qu'il mélange un peu les cas de figure. Par exemple, pour le cas des années 2000, où on a fait face à un appel pour les compatriotes qui revenaient de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était volontaire, mais ça a pu se gérer. En 2009, lors de la catastrophe, je pense, depuis aussi. Mais là, quand il cite, par exemple, le cas de la Garangose et puis le cas de l'EPI, bon, ça, c'est carrément des contributions obligatoires qui se deviennent donc une ponction sur les revenus. C'est en même temps une baisse de pouvoir d'achat des Burkinabés. La question, c'est de savoir d'abord, bon, quand on lance les idées comme ça, bon, on se dit ça, il faut peut-être réfléchir, faire un peu de recul. Parce que, d'abord, nous sommes dans un contexte de vie chère. C'est un. Bon, c'est sûr que l'impôt, même les UTS, c'est vrai que c'est progressif. Plus vous gagnez, plus vous payez. Mais quand même, quand on veut quand même imposer, il y a des répercussions. Il faut regarder tout un ensemble, de façon globale. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis un peu perdu. 66, là, c'est parce que les caisses de l'État étaient vides. Donc, Garango a trouvé le mécanisme donc, des UTS pour permettre de renflouer les caisses de l'État et de baisser un peu la masse salariale. Je sais que l'EPI était parti du constat qu'après avoir payé les salaires des fonctionnaires, on n'avait plus assez de ressources pour donc faire les réalisations des projets à caractère communautaire. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait ponctionner. Mais là, les économistes vous diront que c'était une baisse drastique du pouvoir d'achat. Ce n'était pas du tout bon pour l'économie. Alors, mais Tahirou Barry ajoute que c'est une demande solennelle au gouvernement d'engager des concertations et des réflexions sur ces propositions. Bon, donc, ça veut dire que la forme n'est pas totalement encore connue. Ça peut être une forme volontaire, comme ça pourrait être une forme obligatoire. Maître, oui. Avis sur cet appel du MCR? Non, je pense que c'est une bonne idée. Il peut donner lieu, n'est-ce pas, à une restructuration du fonctionnement de l'État. Nous ne sommes pas les seuls à connaître des difficultés. Vous avez il y a eu une catastrophe naturelle en France, quand Lionel Jospin était Premier ministre, où tous des champs de bananeraies en Guadeloupe, etc., ont été rasés, où la Bretagne, par exemple, les vents ont tout détruit, etc. La France n'a pas tendu la Séville pour mendier. Quand il y a eu le tsunami en Inde, une partie de l'Inde a été envahie et les Indiens ont exprès refusé l'aide humanitaire internationale parce qu'ils ont dit que les conditions ne leur convenaient pas et qu'ils pouvaient eux-mêmes faire face à cette catastrophe-là. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je propose ça ici depuis longtemps. Dans tous les États civilisés et modernes, il y a un fonds. Il y a un fonds chaque année qu'on met de côté pour les imprévus et pour les genres de catastrophes. Et donc, quand ces phénomènes arrivent, on prélève dans ces fonds-là. Et donc, ces fonds placés produisent eux-mêmes des intérêts. Par exemple, quand la catastrophe s'est produite en France et que Lionel Jospin était Premier ministre, c'est dans ce fonds qu'on a prélevé pour réparer les dégâts. Il y a eu des routes, des autoroutes qui ont été emportées par les eaux, etc. Mais ce fonds existe au Burkina. Ah, je ne sais pas. Ce fonds existe au Burkina. Non, mais s'il existe, alors qu'on puise là-bas. Voilà, vous me donnez l'information. Si ce fonds existe, alors qu'on puise là-bas. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est vrai que le Burkina Faso n'est pas un pays riche, mais il est suffisamment riche pour résoudre les problèmes qui se posent au Burkinabé.
Si vous remarquez, même dans Ouagadougou, ici, là, il y a des gens qui sont très riches, plus riches que d'autres. Hein. L'écart entre les revenus est énorme. Ouagadougou, Bourg du Lasso, ou bien dans les villes secondaires. Ça veut dire qu'il y en a, hein, dont le revenu peut, par exemple, contribuer à soulager la misère des autres. On a vu l'idée un peu impopulaire ou populiste de l'impôt sur les revenus qui n'a pratiquement jamais fonctionné. Non, même en France, ça n'a pas beaucoup donné. Hein, parce que d'abord, le taux de prélèvement est minime. Voilà. Et puis ensuite, même l'effet psychologique joue contre l'impôt sur les revenus. Mais il y a des moyens de prélèvement qui peuvent exister, il y a des moyens de contribution qui peuvent exister. Cela dit maintenant, il faut savoir, au Mali, par exemple, quand la junte est arrivée au pouvoir, ils ont appelé des contributions volontaires pour aider à lutter contre ce qui se passe. Des mois après, ils se retrouvent qu'ils sont à 100 millions et quelques. Vous faites quoi avec 100 millions de francs? Avec 100 millions de francs, vous ne pouvez pas faire face à une D'ailleurs, guerre. ici aussi, Maintenant, je crois que le colonel Dabira, le président du FASO, a ouvert un compte au niveau du trésor public pour tous ceux qui voudraient faire des contributions. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il serait intéressant de mais voir apparemment, il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que si c'est pour une crise alimentaire, 100 millions de francs, ça peut aider un peu. Mais si c'est pour faire face à un conflit armé, 100 millions de francs, c'est rien du tout. Vous ne pouvez même pas acheter. André, j'aimerais ajouter quelque chose. Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que vous dites. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est regarder les niches. Il y a des niches où on peut aller chercher de l'argent. Il y a des gens, même si vous vendez la braquina à 1500 francs, il y a des gens qui vont dire, même si vous la mettez à 2000, je vais boire. Parce qu'il a l'argent. Mais je pense qu'il faut aller prendre l'argent chez la braquina pour aller financer le riz et pour aller financer le sucre et pour aller financer les galettes. Ça veut dire là où il y a des objets de consommation qui sont pour ceux qui ont de l'argent. Moi, je dirais, par exemple, ceux qui font le dolo, peut-être que le prix doit être bas. Mais ceux qui boivent la bière, ceux qui boivent le vin, ceux qui boivent le champagne, c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Ceux qui achètent l'or, ceux qui achètent le parfum, ceux qui achètent les cravates comme maître, c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Mais là où le bas peuple se nourrit, là, c'est là où il faut aller prendre de l'autre côté pour venir faire baisser les prix. Évariste et puis Lengani prend la parole. Évariste va réagir, puis Lengani prend la parole. Je réagis par rapport à l'idée qu'il faut arrêter de faire la mendicité. Moi, je dis que c'est bien. M. Taïrou était ministre, il sait que le budget, je pense qu'il a connu le budget du Burkina, et il connaît la part importante qui est réservée au chapitre des aides. L'aide a une proportion très importante. Ce n'est pas du jour au lendemain pour dire on arrête de mendier. Il faut travailler, il y a un travail derrière. Maintenant, lui, il a parlé de niche. Peut-être que Taïrou Barry voudrait dire que pour nos parents déplacés qui sont sous les tentes, il ne faut pas attendre que l'extérieur vienne leur donner quelque chose à manger, à vivre. Et qu'on aurait pu le faire en tant que Il y a déjà des mécanismes qui sont mis en place. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont donner même sans faire la publicité. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui vont donner sans faire de la publicité. Maintenant je dis que on ne décide pas comme ça, il faut travailler. Il faut y travailler. Alors, il y avait une idée qui était là. C'est-à-dire, dans un pays où on parle de corruption, de fraude, et quand vous venez dire, c'est la solution facile, quoi, des politiques populistes. Bon, essayons d'abord de voir du côté du budget si on ne peut pas dégager des économies substantielles. C'est ce travail-là d'abord qu'il faut faire. Lengani. Je suis partagé sur l'idée parce que c'est une vieille idée, hein, en réalité, elle n'est pas nouvelle. Je crois que même le président de Chirok, Christian Kaboré, dans son dernier discours, a allé un peu dans ce sens-là, d'une solidarité nationale plus accrue etc. Donc, moi, ça me laisse un peu sceptique pour la scène. Peut-être que la nouveauté ici, c'est que c'est le mécanisme dégagé déjà, ou en tout cas proposé par Taïrou Barry, qui est que sur les revenus déjà, sur les catégories de revenus, on puisse faire des propositions. Oui, en fait, je ne crache pas sur la proposition, je ne dis pas qu'elle elle est bonne, elle est à prendre, elle est à étudier, comme eux-mêmes disent, c'est à étudier. Mais moi, je suis sceptique parce que, comme d'aucuns l'ont dit, les véritables ressources pour faire face à la situation que nous vivons, ce n'est pas en rognant sur nos pouvoirs d'achat. Je ne pense pas. Et même par rapport au soutien aux déplacés, je crois que dans le monde entier, il y a des mécanismes qui sont en place. Moi, je n'appelle pas ça de la mendicité. Des organismes internationaux financés par nos contributions d'une manière ou d'une autre, de l'ONU, de la CEDEAO, etc., existent pour soutenir dans des situations pareilles
il faut les mettre à contribution. Ce n'est pas de la mendicité. Ça devient de la mendicité quand c'est mal utilisé. Parce qu'il y a ça aussi. Quand les aides arrivent, bon, sur le terrain, c'est mal exploité, c'est mal utilisé. Et même, ça ne va pas là où il faut que ça aille. Ça va plutôt sur des commerçants qui rétrocèdent, etc. Bon, c'est ça aussi le vrai problème. Donc, commencer d'abord à gérer déjà ce qu'on a. Ensuite, je crois qu'il faut faire attention à ce que ce type de fonctionnement, en fait, n'amène pas effectivement ceux qui doivent faire les efforts nécessaires à ne plus rien faire. Il y a des gens dont la nature, c'est effectivement d'agir dans des situations pareilles. Bon, quand vous demandez aux fonctionnaires de céder une partie de son salaire contre son gré, je pense que là aussi, ce n'est pas productif. Ce n'est pas du tout intéressant. Parce que la solidarité ne se commande pas. Elle se sécrète. Il faut amener les gens à comprendre que ce qui se passe à Dori, ce qui se passe à Tinakov, etc., les intéresse et impacte sur leur vie quotidienne. Et que s'ils continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui, de la même manière, demain, ça sera à leur tour de se trouver dans des situations difficiles. Et ça, il faut travailler la fibre nationale. Moi, je pense que c'est beaucoup plus important que le travail au niveau des feuilles, où c'est vraiment très éphémère. Et puis, bon, comme on a vu au cas de Mali, les gens, ils sont très, très hargneux contre la France, mais quand il s'agit de mettre la main à la poche pour, effectivement, faire ce que la France faisait, ils sont incapables de le faire. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'on peut effectivement combiner les deux. Et je suis d'accord avec le doyen André Eugène Ibro quand il dit qu'il faut prendre l'argent là où il est. Surtout quand c'est de l'argent qu'on peut avoir facilement. Parce que les gens donnent sans vouloir donner, mais en tout cas, ils veulent boire la bière à 2000, mais qu'ils la boivent. Et puis, bon, qu'effectivement, au niveau aussi d'accord avec Taïrou, pour la gestion, il faut des gens vraiment qui sortent. On ne va pas inventer d'autres Burkinabés, mais il faut tenir compte de ça aussi. Est-ce que je peux donner une autre niche, par exemple? Vous voyez, une idée rapide, on passe vous voyez, par exemple, quand le président Roch a décidé que les femmes enceintes, les enfants en bas âge vont être soignés gratuitement dans les hôpitaux. C'est une belle idée. Pourquoi ça n'a pas abouti? Parce qu'il y a des gens qui volent les médicaments dans les CMA. Il y a des gens qui détournent les médicaments. Moi, je dirais, par exemple, si la transition nous dit, d'ici la fin de la transition, il n'y aura plus d'évacuation. C'est une grosse somme. Ce n'est pas pour prendre cet argent pour garder, mais par exemple, on peut prendre cet argent qu'on fait les évacuations là pour améliorer nos hôpitaux, par exemple. Non, ça c'est, excuse-moi, mais moi je préférais qu'ils cherchent l'argent dans les frais de mission que dans les frais de santé. Non, je vais dire, les frais de santé, ça veut dire que si, par exemple, on diminue les évacuations, on peut améliorer les plateaux techniques au niveau du Burkina. Okay, d'accord. On peut améliorer les plateaux techniques. Ça veut dire, ce n'est pas 100 personnes que l'on va évacuer à des centaines de milliards, mais c'est une centaine de milliards qui vont essayer, par exemple, de soigner 1 million de personnes. Je veux dire, diminuer le train de vie de l'État, là, c'est faire en sorte que l'argent que l'État a serve le maximum de personnes. Ce n'est pas pour ne pas faire les dépenses. Par exemple, on a vu, moi je suis curieux de voir comment les ministres actuels vont se déplacer. Parce que pendant les autres même sous le gouvernement de M. Roch, il y a des ministres qui se déplaçaient avec 10 véhicules 8-8, chacun dans un véhicule. On ne peut pas diminuer le train de vie de l'État comme ça. En V8. En V8. Une seule personne pour aller à Bobo avec un V8. C'est combien ça dépense? Je voudrais insister sur l'aspect qu'il faut d'abord bien gérer ce qu'on a déjà. C'est important. Ça, c'est bien gérer ce qu'on a déjà. Exact. Bon, éviter, faire en sorte que, bon, là où le besoin est ressenti, il faut que les vivres et puis pour que les moyens arrivent là-bas. Ensuite, éviter les détournements, la corruption. Bon, ça, alors, on va parler des audits, bien sûr, mais justement, est-ce que aussi les recettes de tout ça ne pourraient pas permettre aussi d'aider le gouvernement dans le cadre de cette action. Alors, merci. On va parler du CDP. Eddy Komboigo donc, a donné une conférence de presse. Quelqu'un me disait d'entrée, de quel CDP parlons-nous? Mais je parle du CDP, donc bien sûr, Eddy Komboigo jusqu'à preuve du contraire. Donc, Eddy Komboigo a donné une conférence de presse. Nous pouvons retenir ce qu'il a dit. Il dit que, contrairement bien sûr à ce que certains pensent, le CDP reste convaincu au regard des efforts qui sont faits que la transition va donc aller à son succès. Il aura une réussite et par conséquent, le CDP a lancé un appel à ses militants et à l'ensemble de la population à soutenir donc la transition.
Lengani Saka? Je pense que c'est une très bonne chose. Donc on voit que les deux CDP se rejoignent, hein, sont sur la même position. Je pense qu'Achille disait la semaine dernière dans une déclaration qu'il fallait soutenir. Bon, donc, peut-être que les deux CDP peuvent se retrouver par le truchement de la transition, c'est ce que je souhaite. Bon, mais je dis qu'effectivement, c'est une très bonne sortie. Il faut appeler tous les citoyens, tous les Burkinabés à se mobiliser pour le succès de cette transition. Parce que qu'on soit contre l'avènement du MPSR ou qu'on soit pour, on est dans une situation de fait qui est là. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Est-ce que c'est en ruant contre? Est-ce que c'est en travaillant contre le MPSR qu'on va aider le pays à s'en sortir? Je ne pense pas du tout. Et donc le CDP vraiment juge bien de demander à ses militants de s'arc-bouter pour effectivement le succès de la transition. Et il a d'autant plus intérêt à cela que lui-même, CDP, a des grandes questions qui ne peuvent être résolues efficacement que par une transition. C'est ma conviction politique, et parce qu'en transition, il y a des décisions fortes qu'on peut prendre. Ce sont lesquelles, par exemple? Sur la question de la réconciliation, nous avons vu pendant 7 ans, comment Christian Kaboré s'est cassé la pipe là-dessus. Il a été incapable d'amorcer un véritable processus pour ça. Et je dis que une transition permet d'avoir les leviers nécessaires pour imposer, impulser un mouvement qui va entraîner tout le monde. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde, même le MPP est d'accord avec la transition. Ça veut dire que si la transition décide quelque chose aujourd'hui, même le MPP qui était le parti au pouvoir avant, va suivre. N'en parlons pas du CDP qui, dans cette situation, est plutôt demandeur. Contrairement à mon avis personnel, qui est que aujourd'hui, la question de la réconciliation nationale ne doit pas être, comme et je l'ai toujours dit, un cadeau d'un gagnant à un perdant. Pas du tout. Pour ne l'avoir pas compris, comment Christian Kaboré est arrivé à ce qu'il est arrivé. Est-ce que, également, quand le CDP, on pourrait trouver que c'est une façon de se réjouir de la chute du MPP que de dire qu'on soutient les autorités en place, la transition? Le MPP soutient. Le MPP a dit qu'il soutient la transition. Maintenant, il s'inquiète de la situation de Rochema Christian Kaboré. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. D'accord. Maître Kelem, votre l'avis sur ce que le CDP dit, je reprends exactement mot pour mot ce qui a été dit par le patron du CDP. Il dit ceci, contrairement bien sûr à l'avis à ce que certains appellent comme déjà l'échec des nouvelles autorités. Il reste convaincu qu'avec le soutien des filles et des fils de ce pays et de l'ensemble des populations, la restauration, la refondation va arriver à son terme et qu'il aura bien sûr un succès. Et par là, le CDP appelle ses militants à soutenir la transition. Mais vous vouliez qu'ils disent quoi? Hein? Pour certains, ça pourrait paraître opportuniste de le dire. Mais un parti politique est nécessairement opportuniste. Sinon, ce n'est pas la peine de créer un parti politique. On crée un parti politique pour guetter les opportunités de saisir le pouvoir d'État. Et donc, toutes les contestations, n'est-ce pas, sur les urnes, sur les élections, tout cela, c'est pour ça. C'est pour aboutir au pouvoir d'État. Donc, tout parti politique est un mouvement opportuniste. Mais il y en a quand même qui ne sont pas donc aujourd'hui, peut-être comme le CDP le dit, mais dans la réalité, il y en a qui ne sont pas, qui ne vont pas donc dans ce type de soutien à la transition. Pourquoi ils font une sorte d'opposition aussi, est-ce que ce n'est pas normal? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ça, c'est clair. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Le MPCL, c'est l'ennemi du MPP qui l'a renversé. Et le MPP, c'est l'ennemi du CDP. Donc, du coup, le CDP ne peut être que l'ami du MPCL qui est venu, n'est-ce pas, le sauver des griffes du MPP. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Le MPCL est venu sauver le CDP des griffes du régime de Roch-Marc Christian Kaboré. Issaka Lengani est là, il est témoin. Hein? Donc, le CDP ne peut que saluer l'avènement du MPSR et puis souhaiter qu'il réussisse. Puisque, du moins, ne serait-ce que le fait de l'avoir sauvé des griffes du régime du MPP, ils sont satisfaits. Et ils espèrent que la suite, n'est-ce pas, verra d'autres éléments intervenir. Maintenant, quand Lengani dit que même le MPP soutient le MPSR, ça, il faut faire deux distinctions. D'abord, vous savez que le MPP n'était pas unanime. Voilà. Donc, il y a une partie du MPP qui ne se sentait pas dans la gouvernance de Roch-Marc Christian Kaboré. Ce MPP-là, nécessairement, soutient le régime du MPCL.
Et Alors, deuxièmement, c'est quel type de... On peut non, évoquer par ce exemple, courant, c'est quel non, courant du notamment, MPP? notamment le courant qui a créé le PPS, là, le nouveau parti. Là. Voilà. Ce courant-là, nécessairement, ne se retrouvait pas tout à fait Oui, dans mais il y a un ministre quand même qui était dedans. Il y a un ministre qui était dans le gouvernement. Aboulaye Moussé était vice-président de l'Assemblée. Oui. Est-ce qu'il pouvait ne pas Non, être attendez. dans le gouvernance? Abdoulaye Moussé était vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez les choses là. Mais quel était son rôle réellement? Quel était son impact? Ils étaient marginalisés dans la gouvernance du MPP. Donc ces gens-là, nécessairement, sont contents parce que ça rebat les cartes. Ensuite, vous avez ceux qui étaient là pour le régime du MPP, mais qui, par opportunisme, pour éviter les foudres du MPSR, ne peuvent qu'appeler au soutien du MPSR. Voilà, ce sont des tactiques politiques. Donc, faut pas, comme j'ai déjà eu à dire ici, il ne faut pas croire que les déclarations des hommes politiques sont toujours sincères. La déclaration stratégique voilà, qu'on fait, et puis pour se préserver des voies pour l'avenir. D'accord. Donc, Alors, mais, Moi, je vais juste... oui, sur le plan... Oui, je vais juste oui. préciser pour mettre Tambela. Moi, je parle du MPP officiel. Le MPP officiel a participé, par exemple, aux assises nationales. Le MPP officiel m'est tombé dessus lorsque j'ai écrit sur les conditions de Roch-Marc Christian Kaboré et pour me dire qu'eux, ils soutiennent la transition. D'accord. Donc, je parle du MPP officiel. Maintenant, On n'a pas vu un acte comme un communiqué, quelque chose du genre où le MPP officiel le dit. Oui, mais dans toutes les déclarations, ils n'ont pas dit qu'ils sont contre. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont contre. Et moi, ils m'ont dit clairement, quand j'ai parlé de choses, ils m'ont dit clairement que non, eux, ils soutiennent la transition, ils sont pour le succès de la transition. Ils posent des problèmes sur les conditions de détention entre griffes de Roch-Marc Christian Kaboré, ceux sur lesquels on ne s'entend pas parce que quand même, on est dans un pays normal. Je pense qu'il y a eu une déclaration par rapport à ce que Lengani, il y a eu une déclaration en date du 27 janvier en tant que membre du cadre de concertation de l'ex-CFOP, je pense, le CDP, donc où ils avaient pris acte. Et tout comme il a dit aussi, tous les partis quasiment ont pris acte. Donc le reste maintenant, c'est la compétition. Oui, mais ce que là, le CDP fait appel à ses militants, c'est différent de prendre acte pour ce qui est arrivé. Tous les partis ont pris acte. Disons que la société dans sa globalité a pris acte, les gens, mais appeler ses militants à soutenir, ça c'est différent. Mais bon, il ne faut pas être hypocrite parce qu'on sait que même si le CDP officiel, il n'en demeure pas, mais qu'il y a une autre aile et qui n'est pas non moins importante aussi. Donc il y avait donc ce combat-là déjà et qui avait donc la fissure. Bon, il faut dire tendance Achille, hein, si vous voulez. Les gens n'aiment pas, il y a CDP tendance Achille et CDP tendance Eddy. Maintenant, je ne suis pas sûr que le CDP tendance Eddy ait été forcément content de faire alliance avec le MPCR. Ça, je ne sais pas, parce que je me pose des questions au vu de l'analyse, parce qu'il nous revient qu'une des causes en fait, de la lutte était soi-disant on reprocherait des accointances, ou on aurait trouvé des accointances avec le pouvoir en place à l'époque. Donc, et puis il n'y avait pas la même vision. Donc maintenant, mais c'est vrai qu'ils font preuve de réalisme. Et ça, pour une fois, connaissant bien M. Eddy Komoro, quand tu lis le communiqué, moi, sur tout l'ensemble, je trouve qu'ils font preuve quand même de réalisme, qui est que d'abord, premièrement, ils acceptent qu'eux, en tant que parti politique, ils ont échoué. Et dans un contexte aussi grave et difficile, ils ne peuvent que peut-être encourager et soutenir une nouvelle initiative qui peut être salutaire pour le pays. De ce point de vue, il n'y a rien à dire. Et tout ce qui en découle là, parce qu'il a abordé quand même beaucoup de sujets en dehors de ça. D'accord. Alors, André Eugène? Bon, d'abord, la première des choses, c'est que si vous regardez un petit peu l'histoire récente, quand même, le CDP version M. Eddy Komoro, même le CDP dans son ensemble, était rué contre les brancards, contre le pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré, et souvent même appelé à sa chute. Donc, ce qui est arrivé, ça c'est un premier pan de l'histoire. Le deuxième pan de l'histoire, c'est qu'on nous dit qu'il y a des gens qui estiment que, par exemple, le MPSR, avec ce qui va arriver, c'est le retour du CDP au pouvoir. Mais, mis à part cette analyse historique récente, je crois que les Burkinabés, tous les Burkinabés confondus, pour le moment, ne pourraient que soutenir le MPSR qui est arrivé. Parce que qu'est-ce que le MPSR dit qu'il va faire? Si vous lisez le plan d'action du MPSR, des nouvelles autorités de la transition, il nous propose 4 choses. La première des choses, c'est de lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'il y a un Burkinabé
sauf les terroristes peut-être, qui ne veulent pas que le Burkinabé recouvre la paix. Donc, il n'y a aucun Burkinabé qui va dire, moi je suis contre les nouvelles autorités de la transition. La deuxième, ils nous disent, nous allons répondre à la crise humanitaire. Monsieur Tahirou Bari dit, il faut lancer l'urgence humanitaire. Est-ce qu'il y a un Burkinabé aujourd'hui qui peut dire, non, ce qui se passe avec les autres ne me concerne pas? Donc, il n'y a aucun Burkinabé ne peut pas soutenir les nouvelles autorités. Troisièmement, ils disent, nous allons œuvrer à la réconciliation nationale. Là, on peut avoir des divergences parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien à réconcilier. Ceux qui ont fait la bagarre n'ont qu'à aller se réconcilier parce que ça ne nous regarde pas. Mais au fond de nous-mêmes, nous pensons que nous avons envie de nous entendre pour vivre dans un État ou vivre dans une nation qui nous est commune à tous. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un Burkinabé qui va dire « moi, je suis contre les nouvelles autorités pour ce qu'ils veulent faire ». Et enfin, ils disent « nous allons améliorer la gouvernance, notamment lutter contre la corruption ». Sauf ceux qui sont corrompus, sauf ceux qui ont pillé les caisses de l'État. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire qu'il est contre ça? Donc, a priori, je ne vois pas un Burkinabé aujourd'hui. Normalement, on devrait pouvoir faire chorus autour des nouvelles autorités. Oui, mais quand il s'agit de la question du pouvoir, c'est tout autre chose. Ici, ce sont des actions, ce sont des ambitions, ce sont des projets pour la société. Non. Mais la question maintenant, c'est qui mène ces projets et comment il est arrivé et qui a perdu le pouvoir. C'est ça aussi la question. Ce que j'ai dit, les grandes nations se construisent autour d'un consensus. Ça veut dire que les grandes nations, quand il y a un problème de la nation qui arrive, toute affaire cessante, les gens disent, on lutte contre ça. Nous qui aimons prendre des exemples qui viennent d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis. Il n'y a pas eu des gens qui ont dit oui, c'est bien qu'on ait bombardé le World Trade Center. Tout le monde était d'accord pour dire on est contre le terrorisme. Je veux dire au niveau du Burkina, si vous regardez, en tout cas moi, ce qui m'intéresse, ce sont ce que les gens disent, mais surtout plutôt ce que les gens veulent faire. Moi, j'ai dit, les nouvelles autorités de la transition nous proposent 4 axes d'action. Et moi, j'ai dit, en principe, un Burkinabé qui aime le Burkina ne pourrait pas pouvoir se déclarer contre les nouvelles autorités parce que ce qu'ils disent qu'ils veulent faire, c'est pour nous tous. Merci André Eugène Ilboudo. Suite à ton propos, on va aller sur le second sujet qui nous ramène à la création des comités locaux de dialogue. Le Conseil des ministres dernier a vu la prise d'un décret pour le fonctionnement, mise en place, création et fonctionnement de ces conseils de dialogue, comités locaux de dialogue. Il semble que ce qui a été dit, donc, c'est que l'objectif est de parvenir à mettre en œuvre des mécanismes permettant la conduite du processus de dialogue en réponse aux besoins légitimes et pressants d'un retour de la paix. C'est ce qui a précisé le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Et il dit que nous allons accompagner le processus pour faire en sorte que partout où il y a succès, des jeunes burkinabés, jadis dans des situations de conflit armé avec la nation, puissent revenir pour être réinsérés dans le tissu social, être appuyés pour retrouver des activités sociales de façon à quitter la violence. Ça, c'est le mot, le propos de M. Yoro Boli, ministre d'État, chargé de la réconciliation nationale. Alors, quel est votre avis, Évariste Fossien-Conseil? Ces comités locaux. D'abord, pour préciser quelque chose, alors, on parle de dialogue, on parle aussi de négociation. De quoi il s'agit? Le ministre Yoro Boli a précisé qu'il ne s'agit pas de négociation de l'État, mais qu'il s'agit d'un processus de dialogue qui est local, donc qui s'appuie sur les dynamiques déjà existantes. Puisque les problématiques sont locales, donc pour avoir une approche plus ou moins crédible, il faut partir donc de localités. Et qui dit localité fait donc appel donc aux ressources en fait des localités. Ça peut être des ressources religieuses, coutumières, même tout ce qu'il y a comme personnes, comment dirais-je, personnes vraiment crédibles et reconnues au niveau des localités. Donc c'est eux qui vont prendre en charge donc le début du processus. Je dis bien le début parce que c'est à des étapes. C'est un processus à plusieurs étapes. Il faut d'abord donc identifier les gens, écouter les gens, recenser les problèmes, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Vous avez des problèmes peut-être qui sont liés à des questions d'idéologie religieuse, il y a des questions de banditisme, et il y a des questions aussi, je ne sais pas, de plusieurs ordres. Maintenant, quand ils vont peut-être faire tout ce travail, et à ce niveau maintenant, que peut-être que, puisque eux, l'État aura maintenant des interlocuteurs avec qui ils pourront maintenant discuter sur donc la base en fait
des problématiques qui auront été recensées. Donc, de ce point de vue, moi, je trouve que la démarche, elle est bonne. D'accord. Elle est bonne. Lengani Saka, toujours avec la précision et puis avis sur le sujet lui-même. Il s'agit de dialoguer ou il s'agit de négocier? Il s'agit de dialoguer, de mon point de vue. Et c'est un dialogue qui est demandé par les populations elles-mêmes. C'est un dialogue qui est demandé par les acteurs du terrain. Et si vous avez souvenance, au début de la crise, après l'attaque de Capuchino, et le fait que le problème s'est métastasé, on avait dit à l'époque au pouvoir en place, au lieu de hurler partout à Ouyadia que c'est Blaise Compaoré qui attaque, il fallait voir que c'était des problèmes locaux, quelquefois mineurs, qui étaient posés et qui étaient trop grossis parce que l'État était absent. Et je pense que cette fois-ci, l'État a décidé courageusement d'aller soutenir les populations dans leur désir de la paix. Parce que la paix à Djibo, la paix à Fada, la paix à Douri, la paix à Garango, ce n'est pas pour les gars de Ouagadougou, ce n'est pas pour les gars de Saponé, ce n'est pas pour les gars de Paris. C'est pour les gars de Garango, c'est eux qui veulent vivre en paix, donc la paix c'est pour eux-mêmes qui veulent la construire. Malheureusement, l'État était incapable d'accompagner. Cette fois-ci, l'État a décidé d'accompagner. Parce que comme on l'a dit, la majeure partie des combattants aujourd'hui, des terroristes, ce sont des enfants de nos villages qui reviennent pour tuer leurs propres parents. Ce sont des enfants de nos villages qui reviennent pour emporter les bêtes. Ce sont des enfants de nos villages qui reviennent pour régler des comptes. Alors, mais il y en a qui estiment que si ce sont des enfants du village qui ont pris les armes pour tuer les gens du village, mais que les gens du village aussi s'en prennent à eux, on n'a pas besoin de négocier, de dialoguer avec eux. Mais c'est justement, si vous ne dialoguez pas, leur rang va augmenter, puisque les problèmes qu'ils posent, vous ne les résolvez pas. Il faut résoudre les problèmes que les gens posent. Tant que vous ne résolvez pas les problèmes, mais le rang des mécontents va s'augmenter. Tout en oubliant, et n'oublions pas que le combat, il n'y a pas de guerre propre. Ça veut dire quoi? Que dans toute guerre, il y a des effets collatéraux. Et les effets collatéraux ont quelquefois des conséquences extrêmement graves sur le développement même de la crise. Parce que quand tu deviens important, quand dans la répression, vous tombez sur des gens, il y a beaucoup de civils, d'innocents qui tombent, ça ne fait qu'augmenter le nombre davantage de combattants. Et c'est ça qu'il faut chercher aussi à résoudre. Et je pense que le dialogue qui est recherché aujourd'hui, qui est même demandé, selon les informations, par ceux-là qui sont en rupture de banc avec la République, c'est eux qui sont demandeurs, parce qu'aujourd'hui, chacun se rend compte que personne ne va gagner dans ça. Autant l'État, c'est-à-dire ceux qui restent dans la nation, sont conscients que cette guerre-là ne pourra jamais être gagnée par les armes uniquement, il faut se parler. Autant ceux qui sont contre l'État aussi, ceux qui sont contre la communauté, savent que non, ils ne peuvent pas gagner à terme. Donc il faut trouver un modus vivendi, et c'est là où le rôle de l'État est extrêmement important. On a même vu qu'il y a eu un cas sous le régime de président Kaboré. Oui, et de président Kaboré, de Thiou, dont on a parlé, tout le monde a parlé ici, que les gens négocient entre eux. Mais les gens ont négocié, ils sont arrivés à des ententes. L'État n'a pas suivi. Et malheureusement, les accords qui ont été signés par les différents partis ont été violés par ces mêmes partis parce que l'État n'a pas venu supporter. Et là, c'est la défaillance de l'État qui a fait que, bon, en fait, on n'a pas eu de solution. Parce qu'aujourd'hui, Thiou est dans une situation extrêmement grave. Extrêmement grave, parce que justement, parce que c'est ça aussi le problème. Quand les négociations échouent, mais les conséquences sont extrêmement graves. C'est pourquoi je pense que l'État a très bien fait. Il faut penser cette affaire au sérieux et être aux petits soins pour ceux qui sont sur le terrain. Étant entendu qu'effectivement, c'est des négociations entre des gens qui se connaissent. Les gens se connaissent, ils savent qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. On s'entend sur un minimum, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'on fait. Et l'État vient maintenant garantir éventuellement, s'il y a des moyens à mettre en œuvre, des moyens matériels, des moyens financiers, etc., pour appuyer les accords qui seront faits. Merci. Lengani, André et Jeanne Ilgoudo, c'était notre temps aussi de la réconciliation au niveau purement local, mais au niveau aussi de la recherche de la paix. Non, d'abord, mon premier souci, c'est que j'ai l'impression que le discours de M. Lionel Bilgo et le discours de M. Yero Boli ne s'accordent pas. J'aurais aimé peut-être que l'on dise que le gouvernement ne négocie pas. Le gouvernement ne dialogue. Ce qui est différent de l'État. Or, j'ai l'impression que le discours est entremêlé. Si le gouvernement dit qu'il ne négocie pas, ça veut dire que le gouvernement ne va pas envoyer un ministre être le président d'une négociation.
Mais l'État, les représentants de l'État, qui peut être le gouverneur, qui peut être le haut-commissaire, qui peut être la police, qui peut être la gendarmerie, ou bien la mairie, c'est ça l'État, peut discuter avec les gens d'une manière locale. Et s'ils arrivent à une situation, on peut demander au gouvernement d'appuyer. Je crois qu'il faut assainir le discours. Je crois qu'il ne faut pas avoir un discours... Mais le discours est suffisamment clair, non? Oui, c'est Quand clair, le ministre d'État chargé de la réconciliation dit que ce n'est pas l'État qui négocie, mais ce sont le gouvernement appuie les dynamiques locales de dialogue entre, bien sûr, les notabilités et ces combattants qui ont demandé à rentrer dans l'État, dans la République. Non, je veux dire, l'État, quand des représentants, les gens qui sont de l'État, nous tous nous sommes de l'État, comme disent les gens, sauf le roi qui avait dit non, l'État c'est moi. Je pense que quand il y a une dynamique dans une société portée par les citoyens, l'État doit accompagner. Et l'État ne doit pas se mettre à l'écart. Peut-être le gouvernement peut se mettre à l'écart, mais pas l'État. C'est pourquoi je dis, si le discours est assaini, je pense que si on trouve... Parce que le discours que l'on dit, c'est que nous sommes attaqués par nos propres frères. Les gens peuvent dire, on peut avoir deux discours qui disent, si nos frères nous attaquent, nous les attaquons. Si nos frères nous attaquent, on les appelle pour venir négocier. On a choisi de dire, non, on ne peut pas tuer tous nos enfants s'ils sont dans le mauvais chemin. On peut leur demander, vous êtes en train de faire fausse route, revenez et soyez dans la maison et discutez ensemble. Je crois que c'est en ce moment-là, c'est une option. C'est une option. Et je crois que pour cette option-là, on peut la contester, on peut être d'accord, mais je pense que, encore une fois, comme tout le monde dit, dans une guerre, on ne finit toujours par la négociation. Je pense qu'il faut négocier avec les gens et discuter avec les gens. Faire le dialogue, négocier, discuter pour dire aux gens, nous ne sommes pas d'accord que vous continuez à tuer vos propres frères. Nous pensons que vous devez revenir à la maison, déposer les armes pour que nous vivions en paix. Merci. Maître Kerem, cette option du gouvernement d'appuyer et même un décret donc, sera pris dans ce cadre-là pour organiser une coordination qui va être gérée logée au niveau du ministère, donc ministère de la Réconciliation. Et cette coordination va regrouper les ministères qui ont un lien direct avec, par exemple, la réinsertion sociale et des aspects de sécurité et de paix pour pouvoir appuyer le dialogue de ces comités à la base. Tel que je vois le problème, c'est peut-être une décentralisation de la gestion de la crise et non une déconcentration. C'est-à-dire que l'État donne une certaine possibilité à des structures locales de mener les choses comme bon leur semble, quitte à ce que l'État appuie ou avalise les résultats obtenus. Voilà, c'est à peu près comme les mairies, les collectivités locales décentralisées. C'est ainsi que je vois la chose. Depuis toujours, moi, j'ai toujours appelé à ce que la population dans son ensemble soit impactée, soit prise en compte dans le règlement de ce problème-là. Voilà. Y compris l'appel du peuple aux armes. Parce qu'on ne peut pas régler ce problème-là administrativement, simplement, ou bien militairement. Il faut impliquer toute la population. Et donc, Lengani a bien fait de rappeler ici l'exemple du maire de Thiou, qui avait entrepris des négociations avec des terroristes et qui avait abouti à une certaine stabilité dans la paix, dans sa zone, si j'ai bonne mémoire. Donc, il ne faut pas oublier que les problèmes ne sont pas les mêmes. Comme d'ailleurs Lengani a eu le souligner. Dans l'Est, par exemple, c'est le problème de banditisme, très souvent. D'après ce que moi je sais, c'est l'accès aux ressources qui prime dans l'Est. Par exemple, les mines d'or, etc. Si vous partez, par exemple, du côté du Nord, c'est beaucoup plus des questions d'interprétation du Coran qui ont tendance à primer, ou bien des problèmes culturels. Quand vous repartez vers le sud-ouest, vers Mangodara, etc., c'est parfois des problèmes de trafic de drogue. Donc, les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est de façon locale qu'on peut arriver à les cerner et à mieux les résoudre. Mais là, le problème que je me pose est que est-ce qu'il n'y aura pas, par exemple, un conflit d'intérêts entre ces comités locaux et les comités villageois de développement? Par exemple, on a déjà des comités villageois de développement. J'ai eu affaire à ces gens-là avec une surprise heureuse. Dans pratiquement tous les villages, vous avez des comités villageois de développement qui encadrent déjà les populations, qui les aident à régler leurs petits problèmes.
Moi, est-ce que ces comités villageois de développement ne pouvaient pas jouer ce rôle au lieu de créer une autre structure qui va faire doublon avec ce qui existe déjà? Est-ce qu'il n'était pas possible de sensibiliser, d'impliquer ces comités villageois de développement-là dans le règlement de ces problèmes, au lieu d'être obligé de créer encore une structure en plus? Alors, est-ce que la création, ce n'est pas plus les attributions, les modalités de fonctionnement que le choix des gens, par exemple? Les personnalités qui animaient ces comités peuvent encore se retrouver. Oui, mais c'est ça, mais ça va faire doublon. On pouvait tout simplement changer, compléter les attributions des comités villageois de développement et leur donner des attributions en plus. Parce qu'en créant de nouvelles structures, ça donne encore plus de difficultés. Et puis, par exemple, les comités villageois de développement sont là depuis longtemps, on les connaît. Ces nouveaux comités qu'on va mettre en place, est-ce que vous trouvez qu'il n'y aura pas des infiltrations? Alors, mais maître, est-ce que également, par rapport à cette nouvelle création, est-ce que le profil des gens qui vont être donc dans ce comité qui est focalisé sur la négociation avec les combattants, parce qu'il y a quand même des éléments assez sensibles et délicats, est-ce que c'est le même profil avec des gens qui font un comité, qui animent un comité de développement, des questions techniques de développement? Non, est-ce que c'est forcément pareil? Ceux qui animent le comité village de développement, ils connaissent l'histoire du village, ils connaissent tout le monde. Alors nous, on a eu affaire à ces comités-là, et c'est eux qui nous indiquaient qui est qui, où est-ce qu'il loge, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ils connaissent déjà pratiquement tout le monde. Or, en créant de nouveaux comités, Issaka Lingani qui est là, il sait, sous la Révolution, les CDR ont été infiltrés. Voilà. Donc, ces nouveaux comités-là peuvent être infiltrés par les djihadistes qui sont, les terroristes qui sont déjà sur place et qui connaissent. Voilà. Alors que les comités villageois de développement sont nés bien avant le phénomène du terrorisme, donc par des villageois qui avaient confiance en certaines personnes. Voilà, et ce sont des personnes, par exemple, comment je te dis là, de ressources. Voilà. Donc, je pense que ces gens-là pourraient faire le travail beaucoup mieux que créer de nouvelles structures qui vont amener d'autres problèmes encore ajoutés. Ce qu'il dit là peut correspondre à une théorie en sciences des organisations, mais je mets quand même un bémol, parce que malgré l'existence de ces CVD, ces comités villageois de développement, dont Maître fait état, malgré leur existence, malgré même qu'ils soient même pris en charge et reconnus, ça n'a pas empêché que la situation se détériore pour atteindre le point que nous connaissons. Donc maintenant, si on veut donc repartir, reconstruire, c'est forcément qu'ils ont dû certainement tenir compte d'une analyse de fonctionnement au niveau des CVD, et c'est pour corriger les dysfonctionnements. Et rien n'exclut, parce qu'il y aura certainement des acteurs membres des CVD qui vont se retrouver dans ces communautés de développement locaux auxquels il faut adjoindre peut-être d'autres acteurs importants, majeurs et clés. Voilà. Est-ce que ici, les comités qui se créent, c'est le gouvernement qui décide, bon, voilà le profil qu'ils font comme une délégation spéciale qu'on a dans les collectivités, ou bien est-ce que cela est plutôt, ces personnes-là sont des personnes choisies même par ces combattants qui viennent? Est-ce que c'est pas un peu... Moi, je pense tout à fait. Justement, c'est la différence avec ce que Maître de Tambela dit. Bon, et comme l'a dit le docteur Évariste, bon, ces CVD existaient et puis malgré ça, il y a eu la crise. Et de surcroît, de mon point de vue, les CVD même sont aujourd'hui partie prenante de la crise. Si nous avons suivi le développement de la crise, il y a un moment où même on cherchait les CVD là pour les égorger. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils étaient même des acteurs de la crise. Mais ce qui est en train de mûrir aujourd'hui, c'est sécrété même par les communautés elles-mêmes. C'est-à-dire c'est à l'intérieur des communautés elles-mêmes que les combattants identifient éventuellement des gens qu'ils estiment être crédibles avec lesquels ils peuvent parler. Ou la communauté elle-même peut dire, l'imam du quartier, de tel quartier par exemple, est quelqu'un qui est respectable, que tout le monde connaît, etc., et qui peut parler à tout le monde. On peut le désigner. Ça peut être un ancien CVD ou bien CVD ou non, mais en tout cas quelqu'un qui a la confiance de toutes les parties. Et qui va donc, ce n'est pas quelqu'un qui va être nommé, imposé, désigné par Ouagadougou, etc. Et disons-nous une chose aussi, c'est que dans ces milieux-là, les gens n'aiment pas les corps étrangers. C'est-à-dire, dès que vous venez en corps étranger, les fonctionnaires, pourquoi on égorge les fonctionnaires? C'est parce qu'on estime que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent mettre les pieds dans nos problèmes, qui ne nous connaissent pas, qui ne sont pas de nos ethnies, etc. Donc c'est mieux, de mon point de vue, de laisser les populations elles-mêmes conduire ce débat-là.
l'État n'intervient que pour soutenir, Merci. pour aider en moyens Merci, matériels, en Lengani. insertion, etc. Merci, Lengani. Une dernière réaction, maître? Non. Merci. Alors, on termine avec, pour le troisième sujet, sur les détails donc des opérations d'audit et d'enquête sur les crimes économiques et financiers qui ont lieu avec l'ASE, LC. Le contrôleur général Nyon Couton Philippe a donné une conférence de presse où il a précisé certains détails ici. Il a dit qu'il y a une première vague donc, de ces audits-là qui concerne 3 institutions de la République, la présidence du Faso, la primature, l'Assemblée nationale, 6 ministères, le ministère des Sports, des Infrastructures, la fonction publique, des mines, des carrières, l'urbanisme et des finances. Et il a dit qu'il y a au moins 120 auditeurs constitués, dont 23 contrôleurs d'État. André Génibou. Encore une fois, on ne peut pas demander une chose sans contraire. Hein. La plupart des Burkinabés demandent une bonne gouvernance et une gestion vertueuse de nos ressources. Encore une fois, je suis de ceux qui disent le Burkinabé n'a pas un problème de fonds, n'a pas un problème d'argent. Le Burkina n'est pas un pays pauvre. Le Burkina est un pays où on utilise mal les ressources et c'est ça qui nous rend pauvres. Moi, quand je lis ce que le contrôleur général dit, moi je suis en phase avec lui. Il dit on va tout auditer. Il faut commencer d'abord même par le langage, comme je dis. Vous voyez, quand le président du Faso part dans une localité et que l'on donne du riz ou bien on donne du sucre, et on dit que c'est le président du Faso qui a donné. Mais le contrôleur général devrait noter ça. Et si, comme on a dit que c'est le président qui a donné, très bien. Mais le jour où on va voir cette facture de riz dans l'institution de la République, on va dire que c'est un détournement de fonds. Parce qu'il a détourné l'argent de la République pour s'octroyer un don. Si vous voyez les grandes républiques, regardez à Ouagadougou, quand on arrange une route financée par le Japon, on dit que c'est un don du peuple japonais. On ne dit pas que c'est le don du premier ministre japonais. Quand les Américains nous donnent l'huile ou bien du couscous, on dit que c'est un don du peuple américain au peuple du Burkina Faso. Ici, vous voyez des ministres qui se baladent avec des sacs de riz pendant le carême et qui dit que c'est le ministre qui a donné. Or, il a puisé cet argent dans son ministère. Mais ça, c'est un détournement. Je crois que le contrôleur général devrait regarder au plus près comment les gens utilisent l'argent pour se faire un propre nom. Pour qu'un jour, qu'un député va prendre l'argent de l'Assemblée nationale et va aller construire un puits pour un autre député dans un pays, dans un village, qu'on ne dise pas que c'est le député qui est venu donner ce puits-là, parce que ce sont nos impôts qui ont construit ce puits-là. Je pense que si on fait ça, on va assainir durablement la gestion de l'État. Parce que si certaines personnes peuvent s'allonger les impôts des autres pour aller se faire un nom quelque part, mais c'est ça le détournement. Et je pense que les contrôleurs généraux là devraient regarder au fur et à mesure, quand on dit qu'on a acheté, si on dit que le ministère a acheté 20 sacs de riz, ou bien il a acheté 40 bidons d'huile, qu'on demande où c'est parti. D'accord. Alors, maître, il y a une question qui a suscité un peu de frayeur, c'est la question c'est la loi, le délit d'apparence que la SCE voudrait donc appliquer, c'est-à-dire que, voilà, vous avez une villa cochue à Ouaga 2000, on vous convoque pour vous demander des explications sur comment vous êtes arrivé à construire cet immeuble. On a vu qu'il y a des convocations qui sont sur les réseaux sociaux. Oui, mais est-ce que c'est fondé? C'est ça. Vous savez qu'avec les réseaux sociaux, on peut tout manipuler. Alors, mais partons sur la base que c'est fondé. Partons sur la base que c'est fondé. Les convocations sont fondées. Ouais. Mais bon, je crois que le délit d'apparence est une loi qui a été votée au Burkina Faso, je ne suis pas sûr. Hein. Introduite par M. Laurent Bado. Voté sous le CNT en 2015. Voilà. Mais c'est un délit, n'est-ce pas, qui est controversé. Parce que, bon, vous ne retrouverez pas ça, n'est-ce pas, dans la plupart des législations. Parce que, bon, il y a un caractère un peu arbitraire dans ça. Parce que tout simplement, bon, vous menez un certain train de vie, alors on vous soupçonne de quelque chose. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est un peu contraire même à la loi pénale. Parce que c'est à partir d'un fait qu'on doit vous reprocher quelque chose. Et non seulement parce que simplement on vous voit dans un certain état qu'on doit vous soupçonner. Ça peut donner lieu à beaucoup d'arbitraire, le délit d'apparence.
Ce n'est pas un fondement juridique sérieux pour poursuivre quelqu'un. Mais ça existe au Sénégal, là. Ah, ça, je ne sais pas. Mais même si ça existe, bon, moi, je dirais que ce sont des lois, n'est-ce pas, tropicales. Non. Alors, mais maître, alors ici, je prends la définition qui est donnée. Le délit d'apparence, c'est le fait pour une personne de ne pouvoir raisonnablement justifier l'augmentation de son train de vie au-delà d'un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses revenus licites. Toute personne qui a sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter le caractère illicite des biens à l'origine du train de vie visé. Le délit d'apparence est une infraction continue caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d'une manière directe ou indirecte. Article 332-23 du Code pénal. Non, tout ce que vous avez cité là, ça vient en surplus par rapport à la loi pénale. Si vous estimez que la personne a détourné de l'argent, poursuivez-le. Si vous estimez qu'il y a eu corruption, poursuivez-le. C'est-à-dire, ce sont des infractions qui sont déjà contenues dans la loi pénale classique. Maintenant, venir superposer ça avec un autre délit, ça peut donner lieu à, comment je vais dire là, à des frustrations inutiles. Vous pouvez, comment je vais dire là, vous pouvez avoir un certain statut qui n'a rien à voir avec votre, avec ce que vous gagnez, mais qui résulte d'autres ressources. Et en matière de corruption dans une société où, par exemple, des fonctionnaires de l'État dont on connaît le seuil de revenus, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, si vous estimez qu'il y a eu corruption, poursuivez-le sur le chapitre de corruption. Si vous estimez qu'il y a eu détournement, c'est à vous de le démontrer et de le poursuivre. Voilà. Mais on ne peut pas venir poursuivre quelqu'un pour délit d'apparence parce que tout simplement vous estimez que son style de vie... Non, je n'ai pas terminé. Ok, parce que vous estimez que son style de vie n'est pas conforme à ce que vous vouliez que ce soit. Sans oublier que, comment je vais dire là, si vous prenez par exemple deux personnes qui gagnent 100 000 francs, ils peuvent ne pas mener le même train de vie. Moi, je connais des gens dont toutes les ressources sont mobilisées vers la SAP. Et puis les apparences. Ce qu'on appelle le train de vie, c'est y compris aussi les réalisations, parce que quelqu'un qui fait des réalisations mobilières ou immobilières, par exemple, importantes, qui fait construire un duplex, si tu as 100 000 francs le mois, tu construis un duplex après. Non, tu peux, attendez, ça tout dépend de, si tu as 100 000 francs par mois, et puis pendant toute ta carrière, tu économises, tu fais de bons placements, tu peux arriver à faire quelque chose d'assez sérieux. Et on peut croire que voilà, ça vient de concussion, etc. Alors, si tu as 100 000 francs par mois et puis tu dilapides tous les 100 000 francs par mois, à la fin, quand celui qui a fait des économies, des contraintes, etc., va faire ses réalisations, tu vas dire que non, on a les mêmes ressources, il n'y a pas de raison que lui puisse faire cela. Sans oublier même que même dans les familles, il y en a qui dépensent beaucoup pour la soupe. D'accord. Voilà. Merci, maître. Qui ne laissent pas grand-chose pour les investissements. Merci, et d'autres, par contre, qui mettent tout dans l'investissement, soit la formation de leurs enfants, soit les infrastructures, etc. Merci. Donc, c'est pour vous dire que le délit d'apparence, pour moi, c'est un délit de trop qui peut créer de l'arbitraire. D'accord. Merci. Alors qu'il y a déjà des infractions constituées dans le code pénal sur la base desquelles on peut poursuivre les gens. André, je voulais dire quelque chose. Oui, j'imagine que quand on va vous accuser d'un délit d'apparence, c'est qu'on va vous demander de vous justifier. C'est tout. Et si vous arrivez à vous justifier... Mais il n'y a pas de problème. Non, vous allez dire qu'on m'a causé du tort, parce qu'on m'a soupçonné d'être un voleur. J'ai démontré que je ne suis pas un voleur, donc on a fait une fausse accusation. Mais cela dit à part. Mais je suis d'accord un petit peu avec ce que Maître a dit. Vous savez, le problème du délit d'apparence, c'est qu'on ne va pas poursuivre les gens qui mettent leur argent dans les cuisses. On ne va pas poursuivre les gens qui mettent leur argent dans le champagne. On ne va pas poursuivre les gens qui mettent leur argent dans des bibelots. C'est ceux qui ont essayé de faire quelque chose de correct que l'on va poursuivre. Parce que ceux qui ont passé tout leur temps à manger, à boire, sauf que s'ils ont un ventre bedonnant, il n'y a rien qui montre qu'ils ont un délit d'apparence. Je crois que... et puis, en plus, il ne faut pas... Dans le système latino, il ne faut pas inverser. La preuve de la charge. La preuve de la charge, c'est celui qui accuse qui doit apporter la preuve de son accusation. Ce n'est pas celui qui est accusé d'apporter la preuve de son innocence. Or, ici, on va nous inverser le rôle. Je ne suis pas juriste, mais ça a été adopté par les textes. C'est que ce n'est pas contraire à la Constitution. Oui, ce n'est pas contraire à la Constitution, mais vous savez, encore une fois, la loi est un rapport de force. Je veux dire, moi, je suis contre la corruption.
Je suis contre la corruption. Je ne souhaite pas que des gens prennent l'argent qui appartient à tout le monde pour en faire leur propre argent. D'accord. Mais Alors, je mais suis- comment on fait pour le savoir? Parce que dans notre Non, juste pour répondre, dans notre hein, contexte... quand Non, vous maître, dites que un c'est instant, pas- maître, quand un vous instant, dites que un c'est pas instant. contraire à la Constitution, Un instant, maître. Dans notre contexte ici, Oui. il y a des détournements massifs. Oui. Les médias d'investigation publient beaucoup d'informations de malversation, etc. On n'arrive pas à le voir, mais on sait par exemple qu'en faisant un rapport en ce que quelqu'un gagne, et où il vit et ce qu'il réalise, on peut penser qu'il y a problème. Est-ce qu'une loi n'aide pas donc la société dans son ensemble à assainir les choses? Non, je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, de toutes les façons, petit à petit, pour faire une loi, de toutes les façons, ça va être le rapport de force. On va bien sûr coincer certaines personnes pour avoir quelque chose de la loi. Mais ce que je veux dire, il faudrait faire en sorte que la loi ne soit pas, on ne se sert pas de la loi pour traquer les gens que l'on n'aime pas. C'est tout ce que je veux dire. Mais effectivement, s'il y a des gens, je suis sûr que, et puis surtout, on va regarder dans les fonctionnaires. Si tu gagnes 100 000 francs par mois et que tu vis pour 1 million de francs par mois, bon, effectivement, il va avoir. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va arriver à traquer toutes les personnes qui dépensent au-delà de ce qu'ils gagnent? Parce qu'encore une fois, vous avez bien cité, c'est Ouaga 2000. On a les gens qui construisent à Ouaga 2000, c'est ceux qui construisent les villas Kossu, mais ceux qui ont dépensé leur argent en s'allogeant avec du champagne. Il y a eu un appel à dénonciation. Quand on vous dénonce, donc on vous convoque. Mais moi, c'est quand même, je ne sais pas, je tombe de nuit, hein, comme le dit le docteur Consembo, quand on veut remettre en cause cet acquis, l'un des rares acquis de la transition de 6 shérifs. Oui, c'est la seule chose bien qu'ils aient pu faire, de mon point de vue, le délit d'apparence. C'est vrai que comme toute loi, il faut pouvoir l'appliquer en toute justice. Mais il n'empêche qu'il y a des gens dont le train de vie n'a rien à voir avec le revenu. On ne peut pas laisser, on peut pas dire non, il faut dénoncer. Et effectivement, vous apportez la preuve que non, ce que j'ai acquis, mon bunker que j'ai construit en Manga, je l'ai payé sur mes fonds propres. Pas du ministère de la Défense, pendant que les militaires sont en train de mourir au front. Ça, c'est un devoir pour vous de le montrer. Et ça, je pense que si l'État ne fait pas ça, mais c'est un crime contre la nation. Il faut effectivement traquer ce genre de délit-là. C'est des faits matériels. Maintenant, ceux qui mettent ça dans la débauche, plutôt que de se servir en servant la nation. Comment on fait? Bon, mais on a demandé des choses, des témoignages, non? Bien sûr. Des dénonciations. Des dénonciations. Si, bon, et puis il appartient à la SE de mener les enquêtes nécessaires. Aller tout le temps voir, mais pourquoi pas? C'est bien imaginable, on peut mettre la police sur un tel monsieur pour voir, bon, effectivement, comme il dépense. Il y a des enquêteurs à la SE, tel que c'est dit, il y a des enquêteurs. C'est avec la police, la gendarmerie. Donc, même à ce niveau, on peut effectivement traquer les gens. Et puis, disons-nous une chose, on ne pourra jamais attraper tous les voleurs en même temps, ou tous ceux qui... Je donne un exemple qui n'est pas en ma faveur. Un jour, j'ai brûlé le feu, enfin, j'ai passé à l'orange. Celui qui était derrière moi, dont lui l'a brûlé, mais lui, on ne lui a rien dit. J'ai dit au policier, mais pourquoi vous m'arrêtez et puis vous le laissez? Il dit non. Parce qu'on te connaît. On a dit, la loi n'oblige pas à attraper tout le monde, mais vous attrapez, c'est comme ça. Donc c'est pour dire que dans cette situation, celui qu'on prend, c'est lui qui s'explique. Et si sur 100, même sur 100, si on attrape un seul voleur, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Et je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est sur les dénonciations. Il faut effectivement faire attention pour que ce ne soit pas de la délation pure, que ce soit des dénonciations vraiment farfelues. Mais là, bon, je suis certain que la SE va prendre toutes les mesures pour que les enquêtes liminaires soient faites avant quand même qu'on interpelle quelqu'un parce que le voisin qui estime qu'il mange trop il mange 2 poulets par jour, c'est pas normal, etc. Alors, sur ça, le contrôleur général a dit qu'il est coutume, c'est son mot,
il est de coutume qu'à l'occasion des audits d'une certaine envergure, des appels à contribution soient lancés pour permettre de disposer de toutes les informations afin de mieux cerner les principales causes des dysfonctionnements. Cette pratique semble nouvelle tout simplement parce qu'elle n'avait pas été mise en œuvre par l'ASE, mais elle est tout à fait régulière et conforme aux standards. Oui, je voudrais ajouter, par exemple, pour le blanchiment d'argent. Ça participe pratiquement de la même chose. Vous déposez 50 millions sur votre compte, mais on va vous demander d'où ça vient. C'est un délit d'apparence, en quelque sorte. Ça devient la même chose. Et Marie Facien Consembo. Oui, c'est la réaction de Maître que je trouve un peu bizarre par rapport à un révolutionnaire. Parce vraiment, que c'est un mécanisme de délit d'apparence. Je pense que c'est un mécanisme juridique qui était très expérimenté par les révolutionnaires. Et souvent, chez nous, pendant les procès TPR, quand on disait l'inversion de la preuve, ça, tout le monde le sait. Moi, j'étais contre. Peut-être que Maître est devenu aristocrate. Non, j'étais contre. Mais tu le vois avec une cravate. On va aller très rapidement. Voilà. Il y a 100 structures publiques qui seront auditées. L'ordre national, l'ordre des experts est engagé aussi pour ce qui concerne les structures privées. Oui, parce que toutes les structures n'ont pas une comptabilité publique. Il y a des structures qui appliquent ce que le Cisco-ADA, qui appliquent des règles de comptabilité privée. Et ça, ce sont les experts comptables et les comptables qui maîtrisent donc ces règles-là. Et donc, je pense qu'ils ont bien fait de distinguer, quoi. Alors, on va prendre notre premier téléspectateur, M. Zeba, qui voudrait intervenir sur... Monsieur Zeba? Oui, bonjour. Bonjour. Vous voulez intervenir sur quel sujet déjà? C'était sur le sujet du CDP en question. La sortie du CDP et du MCR? Oui. Ok, d'accord, allez-y. Bonjour à tous les journalistes, bonjour le plateau. Et d'abord, je voulais dire que le CDP soutient le MPCR est un non-événement. Logiquement, le CDP a soutenu l'avènement. Je dis bien les militants du CDP, appeler les militants du CDP à soutenir le MPCR, c'était un événement. Parce que logiquement, les militants du CDP ont soutenu l'avenir et applaudi. Et en tout cas, les militants du CDP applaudissent l'avènement du MPCR. Parce que on souhaitait vraiment ce changement. Maintenant, par comment, on ne sait pas. Mais si l'MPCR est venu intervenir, nous saluons. Vous vous souvenez que les jeunes du CDP, il y a eu une crise au sein du CDP suite à la conférence de presse. C'est pour demander au MPP de dégager, parce qu'il ne pouvait pas diriger le pays. Alors, pour venir dire aujourd'hui que le CDP soutient, c'est un non-événement. Le CDP soutient l'MPCR dans la sortie de crise que nous sommes, pas dans la gestion. Un militant conscient et conséquent soutient le MPCR pour la sortie de crise que nous sommes. Mais quand le président, je dirais même, il faut que le MPDS même statue sur ça. Parce qu'on l'a, le président Achille Karsora et le bureau exécutif ont sanctionné Edi Kombego pour 6 mois. Alors, on attend les MPDS sur ça. Voilà pourquoi on dit quand l'autorité est là, il faut que l'autorité applique la loi. Soit les Achille ont raison et on sanctionne Edi, soit ils n'ont pas raison. On dit Edi, ton congrès du 8e congrès a été validé. Jusqu'à 5 mois aujourd'hui, on n'est pas satisfait et le monsieur se permet de sortir de parler au nom du CDP. Pourquoi il est sanctionné? Il faut que le matériel statue clairement. Monsieur Zeba, Monsieur Zeba, vous savez très bien que dans notre législation, quand vous faites un congrès, vous déposez vos documents, il y a un délai. Après ce délai, vous pouvez vous exprimer. Tout à fait. Mais jusqu'à présent... Donc, le délai étant épuisé, M. Idi Komboigo peut s'exprimer. Jusqu'à présent, M. Komboigo ne peut pas vous dire qu'il a reçu le récépissé du quel congrès. Il ne pourra pas vous le dire. Mais quand les Achille Karsora, y compris le bureau exécutif, dépose un recours au niveau du ministère au MATDS pour statuer, et qu'on est là en train, et que le monsieur continue de parler au nom du CDP, c'est inadmissible. Nous ne sommes pas l'aile historique du Achille Karsora, nous sommes l'aile des textes fondamentaux du CDP, qui reconnaît en Blaise Compaoré le fondateur. Donc, c'est qui Monsieur Zeba, notre sujet là, c'est un peu, c'est vrai que c'est le CDP, mais ce n'est pas la question de la crise au CDP. Nous parlons plutôt de la position aujourd'hui du CDP, voilà, du CDP de Edi Komboigo par rapport à la transition. Je suis d'accord avec vous. Mais quand vous me dites cela, Achille Karsora, y compris le bureau exécutif, ont fait une déclaration. Est-ce que vous avez ce cas de ça?
C'est parce que c'est M. Combo que vous faites cas de ça. Pourtant, il a été sanctionné. Voilà pourquoi j'ai dit ce qu'il dit était non effectif. Le CDP soutient l'action du MPCR. Monsieur Zeba, pas dans la gouvernance. Monsieur Zeba, nous sommes libres de choisir les sujets qu'on veut ici. Non, je n'en dis qu'on vient Donc, pas. ce que vous dites d'ailleurs, on en a parlé sur ce plateau. On ne fait pas la part des sujets. Tout sujet qui est intéressant, qui a un intérêt, nous en parlons. Merci. Son problème, c'est lequel effectivement, il y a une confusion. Et d'entrée, toi-même, tu as bien fait de relever la confusion. Que d'entrée, quelqu'un te demandait c'est de quel CDP Tout à fait. allons-nous parler. Donc, mais c'est vrai quand même que, il y a un flou, mais quand même, jusqu'à preuve du contraire, M. Edi Komorgo est supposé être le représentant officiel du CDP. Puisque, c'est ça qui n'est pas juste. Non, ils ont introduit un recours. Et ils ont déposé, l'État avait 60 jours pour peut-être donner le récépissé de renouvellement ou pas. Mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé dans le pays, on peut bien comprendre le retard. Mais au demeurant, personne d'autre n'a. Donc le retard profite à Edi Komorgo. Oui, personne n'a produit un récépissé. Ah bon, d'accord. Non, je voudrais apporter une précision par rapport à l'enrichissement illicite là. Mais M. Iliboudou l'a un peu abordé un peu. C'est l'inversement de la charge de la preuve. Parce que c'est un délit, n'est-ce pas, qui inverse la charge de la preuve. Au lieu que ce soit le poursuivant qui apporte la preuve, c'est au poursuivant maintenant d'apporter la preuve. Et ça, c'est contraire, n'est-ce pas, au principe du droit pénal. Le TPR, c'était ça. Oui, mais non, mais moi, je n'étais pas là. Mais de toute façon, moi, j'étais contre. Ça veut dire que moi, Oui, mais est-ce que ce n'est pas la... C'est la raison pour laquelle il y a eu des révisions. Ce n'est pas aussi la matière qui impose ce type-là. Parce que la corruption, comment vous pouvez, en dehors de peut-être d'une irrégularité manifeste, comment vous pouvez mettre la main sur un cas de corruption? C'est très facile. Comment vous le faites? C'est très facile. Vous avez l'ASE dont vous parlez, vous avez la Cour des comptes, vous avez le contrôle public interne. Donc, quand il y a un détournement ou un dysfonctionnement dans un service, il y a tout un ensemble de services qui sont là. C'est comme un délinquant. Il y a aussi l'enrichissement qui est lié un peu le blanchiment d'argent et tout. C'est pas forcément dans le cas si c'est un blanchiment d'argent, on peut le démontrer. C'est exactement comme en matière pénale. Vous avez le parquet qui vous poursuit. Vous avez les parties civiles qui vous poursuivent. Si malgré tout, vous arrivez à vous en sortir, tant mieux pour eux. Ça veut dire que ceux qui vous poursuivaient n'ont pas fait leur travail. Donc, pour vous, aujourd'hui, dans le cadre, bien sûr, du terrorisme, alors quelqu'un peut être dans les réseaux terroristes ou mafieux. Aujourd'hui, il se construit des bunkers à Ouagadougou. Tout le monde passe, on ne dit rien parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Donc, ça peut aller. Est-ce que ça, on peut fonctionner comme ça? En matière pénale, c'est comme ça. Mais la loi... C'est la raison pour laquelle on dit que le doute profite. Le doute profite, n'est-ce pas, à l'accusé. Pas toujours. Donc, il faut toujours, c'est à celui qui poursuit d'apporter la preuve de la culpabilité de celui qui poursuit. Non, moi, au poursuivi d'apporter la preuve que... D'accord, merci André. Là où moi j'ai un petit problème, c'est la dénonciation anonyme. Ça veut dire que quelqu'un peut s'asseoir, prendre une machine... Non, on dit qu'elle doit être de bonne foi. Mais est-ce que quelqu'un a déjà parlé en disant qu'il n'est pas de bonne foi? On va enquêter. Oui, mais non, je peux terminer. Ici, la dénonciation qui est faite, elle n'est pas faite sur l'espace public. C'est une dénonciation qui est faite en privé. Donc, si elle n'est pas bonne, après les enquêtes, elle reste dans le privé. Elle reste sous anonymat, elle ne sort pas. Ce n'est pas sur les radios, ce n'est pas dans les journaux qu'on le fait non plus. D'ailleurs, on a dit que ceux qui font les dénonciations anonymes, si on arrive à récupérer de l'argent, on va vous donner un certain pourcentage. Une nous ristourne. Mais j'arrive. J'ai dit, quelqu'un prend une feuille blanche, il s'assoit sur sa machine, il écrit Monsieur Intel, Monsieur André Eugène a un véhicule Toyota, donc on ne sait pas où il a eu son argent pour acheter un véhicule Toyota. Et on m'appelle, moi, de venir justifier mon véhicule Toyota. Et on ne sait même pas qui a écrit. Et c'est moi qui dois venir justifier, sans qu'on ne sache même qui m'a dénoncé. Moi, j'ai un problème avec ça. J'aurais dit, ceux qui veulent dénoncer doivent avoir le courage de leur dénoncer. Mais ça, c'est de la délation. Ça veut dire, à ce moment-là, il faudrait que ceux qui veulent dénoncer aient le courage de signer noir et blanc, noir sur blanc, que c'est eux qui dénoncent. Pourquoi, en ce moment-là... André Géniudo, je ne pense pas que les choses soient aussi simplistes. Je ne crois pas que les procédures soient aussi simplistes. La SE a un corps, un personnel, a des OPJ qui font tout ceci. Si on vous convoque, c'est que
on est au point où vous Non, devez non, venir non, répondre. ce Sinon, qui est dit ce est n'est pas du possible. tic au tac. Ce que tu dis est possible au temps du CNR. Hein. Voilà, c'est pas du tic au tac. Il faut dire que Au temps du CNR, c'est comme ça. le dispositif que la SE met en place est respectueux des textes Non, et des ça ne principes. sera pas comme au temps du CNR. Alors, on va prendre notre deuxième téléspectateur, puis on vient à Lengani. Le deuxième, M. Ouma Touré, qui appelle de Bobo sur la création de comités locaux. Bonjour. Bonjour, M. Touré. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver enfin. Nous aussi. Bonjour à vos invités. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Avant de passer au sujet que j'ai choisi, permettez-moi de dire à Tahirou Barry, président d'un parti, qu'il n'appartient pas au président d'un parti de demander que l'on procède à la diminution du pouvoir d'achat des travailleurs et de manière générale des masses dont on est censé être des défenseurs. Et donc, quand il rejette la mendicité des autorités de l'État auprès des riches de la communauté internationale pour se rabattre sur la mendicité auprès des gens qui se plaignent déjà de la perte de pouvoir d'achat, je ne sais pas à quoi sert son intervention. Parce que la contribution solidaire doit être volontaire, délibérée. On donne à ceux qui en ont besoin parce qu'on estime que si on se retrouve dans la même situation, on pourra recevoir. Donner pour recevoir, c'est la réciprocité qui impose justement la contribution solidaire. On ne peut pas faire une loi pour pousser des gens à le faire. Alors pour venir maintenant au sujet de la création des comités locaux, je vais vous rappeler tout simplement les comités de défense de la révolution CDR. Le jour justement de la révolution, du triomphe de la révolution, un appel a été lancé au Burkinabé de créer partout des comités de défense de la révolution. Ça a été fait. Et malgré la coordination nationale qui existait au niveau central, avec des démembrements partout sur toute l'étendue du territoire, on a vu qu'après, les CDR se sont brouettisés et Thomas Sankara a dénoncé cela. Je pense que c'est Lengani qui vient de le dire. Il y a eu des infiltrations, ou bien c'est Maître Kielem. Eh bien, on a transformé l'intention des révolutionnaires de créer la justice sociale en n'importe quoi. Et Varis, très souvent, se font là-dessus pour discréditer la révolution. Alors, imaginez, malgré toute l'intégrité et la rigueur des révolutionnaires, on a abouti à un fiasco de ce genre. Imaginez des militaires. Quand Thomas Sankara dit un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance, ce n'est pas faux. Des militaires qui n'ont pas de ligne politique, qui demandent à n'importe qui de constituer des comités pour dialoguer avec des gens que nous ne connaissons pas, qui tuent des Burkinabés. Mais il faut craindre le pire, parce que n'importe qui peut se retrouver à ce niveau-là, surtout que nous avons 5065 dossiers de victimes de la violence en politique. Pas de la politique de Blaise Compaoré, mais de toutes les politiques au Burkina. Monsieur Touré. Ces dossiers n'ont pas été résolus. Monsieur Touré. Et aujourd'hui, on va demander aux gens de constituer un Monsieur comité. Touré, Monsieur Touré, oui? ce que je voudrais juste vous donner quelques informations. Ces comités locaux de dialogue, il n'y aura pas une centaine. C'est juste des comités dans des points précis. Voilà, c'est à l'est, c'est dans le Soum, c'est au centre-nord, c'est au nord. Vraiment, ce n'est pas des comités massifs comme l'a fait pour des raisons idéologiques. Donc c'est pour discuter ce que je crains, c'est la coordination, la ligne politique, puisque le ministre Yero Boli a dit que l'État ne négocie pas. Ce sont des comités locaux qui ne constituent pas l'État qui vont négocier. Qu'est-ce que ça veut dire? Que n'importe qui pourrait se retrouver là-bas, si ce n'est pas sous la supervision d'une ligne politique de l'État. Monsieur Touré, la ligne politique de l'État, c'est de créer des conditions endogènes de discussion entre des chefs communautaires et des jeunes de la localité. Le gouvernement encadre. Vous devez être là pour nous dire qui sont ces comités locaux, qui sont les gens avec qui on doit négocier. Parce que personne ne sait présentement qui dit vrai ou qui... On verra le décret de toutes les façons quand il sera officiel.
Ok, c'est le mouta-mouta que le président Roch a fait. Et puis, ben, on est dans Merci, M. Touré. Je voulais me réjouir d'abord du retour de M. Touré, que je prends un plaisir particulier à écouter sur ces aspects révolutionnaires qui me rappellent une très belle époque, même s'il y a des moments où il faut quand même remettre les choses à plat. Pour dire que par rapport aux comités locaux de dialogue, comme il apparaît, c'est des comités sécrétés par les sociétés elles-mêmes, par les communautés elles-mêmes. Ça, c'est d'un. Et de deux, je ne suis pas pour qu'on divulgue forcément l'identité des gens. Parce que c'est généralement des négociations, c'est des choses qui se font en bas, underground. C'est vraiment des trucs quelquefois très secrets. C'est possible même que si on connaît le président du comité, que ceux qui sont contre les négociations viennent l'égorger. Ça, c'est des possibilités. Donc, il faut permettre aux gens de s'organiser. L'État ici intervient pour appuyer, pour aider, à mettre en œuvre les solutions auxquelles les gens sont parvenus. Merci, Lengani. Évariste, vous voulez dire quelque chose pour terminer? Non, c'est pour dire que par rapport à ces comités-là, l'État a un indicateur, c'est les résultats sur le terrain. D'accord. Non, ce que le monsieur a dit par rapport à M. Tahirou Bari, je crois que M. Tahirou Bari n'a pas dit forcément qu'on doit diminuer le pouvoir d'État, le pouvoir d'achat des fonctionnaires, pour ça. Mais je pense que le monsieur va avoir des urticaires. Mais attendez, au Burkina Faso, quels sont ceux qui knappent l'argent de l'État? Ce sont les fonctionnaires. Ils sont combien au Burkina? Si on doit diminuer le pouvoir d'achat de 200 000 personnes pour que la nation vive, mais qu'on diminue le pouvoir d'achat de 200 000 personnes. Monsieur Touré fait juste un commentaire. Non, je vais dire... D'un point de vue c'est-à-dire... Non, ce que je veux dire... Mais ça n'enlève rien à la pertinence de l'idée c'est pas ce que M. Tahirou a dit. Par exemple, nous avons dit ici... Non, c'est pas les fonctionnaires seulement, il dit. Il dit aux gens, aux Burkinabés, tous les Burkinabés, toutes couches confondues, qui ont un revenu, est-ce que vous pouvez aider l'État à ce que notre nation survive? Mais même ceux qui n'ont pas de revenus peuvent aider. Donc, où est la bagarre? C'est-à-dire, je pense que... Monsieur Touré pose le problème d'un point de vue idéologique. Il estime que M. Tahirou Bari est un parti des masses. Donc la masse ne doit pas se lutter contre la masse. Voilà un peu la... Non. Sinon, il a fait... Non, mais à ce moment-là, on va dire que le président... on va dire à ce moment-là que le président du Faso est là pour les populations, donc il ne peut pas se retourner contre la population. Mais il faut qu'on dise quand même quelque chose. Je crois que nous, les Burkinabés, nous sommes prêts à tout contester, à dire que tout ce que les autres font ne sont pas bien. On ne peut pas trouver, même sur 100 personnes, sur 100 paroles, ce que les gens disent, on ne peut même pas trouver un de bien dans ce que les gens disent. Moi, j'ai de la misère avec ces Burkinabés. L'idée est bonne. Non, moi, je voulais attirer l'attention sur le fait que, concernant l'enrichissement illicite, c'est pas à exclure que quelqu'un porte le problème en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Oui, parce que, oui, effectivement, parce que, comme je veux dire là, ça brise l'égalité entre les citoyens. D'accord. Voilà. Merci. Maître, on dirait que vous avez peur qu'on vous applique. Non, tu peux venir. Moi, ça vous avez des choses à cacher. Non, en tant que juriste, moi, c'est ma formation de juriste qui me donne cette ça, c'est le droit contre la morale. Ah oui, le droit et le droit et moral. Le droit et la morale, c'est pas la même chose. Je crois qu'à ce niveau aussi... En tant que juriste, dans les débats, dans la doctrine, etc. Tout à fait, normalement. Moi, je suis convaincu que sur la question du délit d'apparence, le CNT de Chérif n'a pas inventé la roue. Non, la loi était portée par... Merci. Je termine. Ensuite, la loi est appelée à évoluer. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, il se pose le délit d'apparence existe au Sénégal également, et que c'est dans la perspective, avec le paradigme de la moralisation de la vie publique que ces instruments-là ont été donc inventés. Et pour y arriver. Merci à tous vous qui nous avez suivis. Merci à ceux qui ont appelé. Merci à vous qui êtes sur ce plateau. On est au terme donc de cette émission. J'étais avec Faustin Évariste Konsebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, association de défense des droits de l'homme, Maître Kélem Apollinaire de Tambela, avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie, et André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles, et puis enfin Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. On vous dit au revoir à la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.